Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui je vous parle de 3 livres, mes 3 dernières lectures du mois de novembre. Novembre, petit mois en termes de lecture, j'avoue que j'ai pas trop carburé dans mes lectures. Pourtant c'est pas comme si j'avais beaucoup d'écriture à faire à côté parce que généralement quand je lis pas beaucoup c'est parce que j'écris beaucoup. Là en l'occurrence j'ai terminé ma saga et je commence tout juste à écrire, à me lancer dans une nouvelle. Donc clairement c'est pas trop ça, je sais pas trop. Peut-être que j'ai été aussi beaucoup prise par les corrections éditoriales parce que mine de rien il a fallu aussi le faire. Je sais pas trop, je sais pas si c'est pour ça ou juste parce que j'étais pas dans un mood trop branché lecture. Bref, commençons tout de suite avec le premier roman de cette update lecture, un thriller. Ils resteront chez nous de Lisa J. Wells, c'est son dernier roman. Lisa J. Wells, je l'aime beaucoup, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Même si souvent j'ai un peu tendance à pas forcément deviner ce qui va se passer, mais à trouver que les histoires se ressemblent un petit peu. Il y a toujours un côté que je trouve un peu touchant dans ces histoires, c'est ce qui fait aussi que je les aime bien. Dans Ils resteront chez nous, on est dans une suite, puisque c'est la suite directe de Ils sont chez nous. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Ils sont chez nous, ne lisez surtout pas Ils resteront chez nous, vous ne comprendrez rien du tout. D'ailleurs, moi je me suis rendu compte que je l'avais lu au mois d'avril, et déjà c'était un petit peu flou pour moi. Il y avait des moments où j'étais un peu en mode 1, 2, oh, qui est... Ok, c'est bon, ça me revient. Voilà, on est sur une histoire en plus qui était assez complexe, puisque dans Ils sont chez nous, on allait suivre une jeune femme qui avait été retrouvée bébé dans une maison avec des gens qui s'étaient suicidés au rez-de-chaussée, deux personnes, enfin un couple et un autre mec que personne ne savait d'où est-ce qu'il sortait. Bon, des délires un peu sectaires, tout ça, tout ça. Elle avait hérité de cette maison puisqu'elle avait atteint l'âge où en gros si les autres héritiers s'étaient pas manifestés, bah, c'était elle qui héritait de tout. Et voilà, et donc on va retrouver du coup cette jeune femme, il y a un cadavre qui va être retrouvé dans la Tamise, donc on va suivre l'inspecteur en charge de cette enquête, qui va le mener évidemment vers ce qui s'est passé à l'époque dans cette maison, et en parallèle on va suivre une femme qui vient d'apprendre que son mari vient de mourir. Voilà. C'est le pire résumé de l'histoire, mais en même temps c'est très compliqué de vous résumer ça sans vous spoiler ce qui s'est passé dans le précédent tome. Voilà. Quant au tome précédent, c'est hyper compliqué aussi de vous le résumer. Parce que j'ai très peur de vous dire des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Je viens de m'assommer littéralement avec ça. Un jour, je vais péter mes lunettes. Je fais toujours des trucs un peu bruts avec. Je sais pas comment je me démerde. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ce roman. Je pense même que je l'ai préféré au précédent, et pourtant le précédent m'avait déjà bien brain. C'est le seul roman, je trouve, qui sort vraiment de ce qu'elle a l'habitude de nous faire en termes d'histoire, avec souvent des histoires de famille. On suit souvent des mères de famille d'ailleurs. Il y a toujours un peu des histoires autour de la parentalité, etc. C'est souvent le cas autour de la parentalité, de mères qui protègent leurs enfants, de un peu obsession pour les gens et avec des gens un peu bizarres. On a encore une fois, et c'est quelque chose auquel on est habitué avec Lisa J. Wells, plusieurs points de vue que l'on va suivre, et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi j'ai vraiment aimé suivre ainsi plusieurs points de vue, parce que ça crée vraiment une histoire qui est hyper addictive. On a des personnages qui vivent des choses complètement qui paraissent complètement déliées les unes des autres. Bon, quand tu as lu le tome 1, tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'on va te parler des os qui ont été retrouvés, pourquoi est-ce qu'on va te parler en même temps de cette femme dont le mari a été tué, parce que tu sais que les gens ont des liens entre eux et tu connais un petit peu ces liens. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu n'as pas lu le tome précédent, et voilà. Et c'est ça que j'aime toujours beaucoup chez Lisa J. Wells, c'est que les personnages sont tous liés et tu ne le sais qu'à la fin comment ils sont liés et pourquoi est-ce qu'on te parle de leurs deux histoires, alors que parfois quand tu les suis, t'as vraiment l'impression de lire deux histoires complètement distinctes, deux histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez elle. Ce roman, je l'ai vraiment trouvé très addictif. J'ai apprécié d'avoir une suite à cette histoire parce que c'est vrai que la fin était quand même très ouverte. Et si c'est quelque chose que j'apprécie dans les thrillers, les fins un petit peu ouvertes où tu sais que il va se passer d'autres choses derrière, mais que t'en sais pas trop sur le sujet, et ben je dois reconnaître que là j'ai aimé le fait d'avoir une suite. J'ai aimé qu'on apprenne des choses sur ce qui se passait, qu'on en sache vraiment plus. J'ai trouvé que c'était hyper important et intéressant et que ça permettait vraiment de boucler la boucle. Et surtout, c'est bien fait. Pour moi, cette suite, elle n'est pas rajoutée comme ça, histoire de. Pour moi, le récit avait été pensé comme ça et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Encore une fois, la boucle est bouclée, les personnages ont une histoire vraiment intéressante et pointue. On voit ce qu'ils deviennent véritablement. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que dans le tome précédent, il y a un personnage, on apprenait vraiment à le connaître soit par le regard de quelqu'un d'autre,
soit par le biais de souvenirs et de ce qui avait pu se passer à l'époque. Et du coup, là, on apprend vraiment à découvrir lui, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'est construit, tel qu'il se perçoit. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est un personnage qui est très intéressant. Un peu malaisant parfois, mais très intéressant. Donc ouais, franchement, vraiment un petit banger, j'ai adoré cette histoire. Et c'est pas la seule que j'ai adorée, puisque The Soulmate Equation de Christina Loren, qui est la deuxième lecture dont je vais vous parler, a été un petit coup de cœur aussi. Christina Loren, c'est un peu mes queens en termes de romance. Déjà, c'est elles qui m'ont fait tomber dans la new romance. C'est avec elles que j'ai découvert le genre, avec la saga Beautiful à l'époque. Et en plus de ça, ben, à chaque fois que je les lis, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Le dernier roman que j'avais lu d'elles, j'avais moins aimé, je pense, que les précédents, mais dans l'idée, généralement, on est toujours sur un petit coup de cœur. À défaut d'un énorme coup de cœur. The Soulmate Equation, en l'occurrence, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. On y suit Jess, qui est une mère célibataire, qui jusque-là a pas trop retrouvé l'amour et a pas trop cherché l'amour. Elle a un petit peu, elle commence à avoir un peu envie de retrouver quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Elle commence à se sentir un peu seule, la solitude se fait un peu sentir. Et c'est comme ça qu'elle va se laisser un petit peu entraîner par sa meilleure amie vers un nouveau système de rencontre, une nouvelle application de rencontre qui est même pas encore sortie et qui est basée sur l'ADN. Seulement là, elle va découvrir qu'elle a un score de dingue, de 98%, et pas avec n'importe qui, mais avec l'un des fondateurs de la boîte. Du coup, elle va, après moult discussions, accepter contre une somme d'argent de donner un petit peu la chance à cette relation d'éclore. C'est un bon moyen marketing pour la boîte qui est sur le point de rentrer en bourse, donc voilà, ils ont un peu besoin de cette com aussi, c'est hyper important pour eux d'avoir une com pareille. Du coup, elle va accepter non seulement des rendez-vous qui n'ont rien à voir avec la boîte, mais histoire de tester aussi ce feeling, de tester cette compatibilité, mais aussi et surtout d'assister du coup à quelques rencarts un peu médiatisés, quoi, on va dire. L'idée, c'est de montrer que, vous avez vu, ils ont beaucoup de pourcentage, machin, quoi. Mais évidemment, l'amour va s'en mêler, le seul, le vrai, l'unique. Waouh! Finalement, est-ce que cette application, elle est pas un peu vraie, tout simplement? Est-ce qu'elle ne nous permet pas de trouver l'amour de notre vie? Qui sait? Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que le personnage de Jess m'a énormément touchée. Du coup, ça a beaucoup joué. J'ai été très touchée par cette mère qui est toute seule, qui a toujours été toute seule, qui s'efforce de faire les choses au mieux pour sa fille, quitte à s'oublier complètement, à oublier son rôle de femme, d'amante. Elle devient vraiment... Enfin, elle est une mère, et d'ailleurs... plus elle va se rapprocher de... Vous remarquerez que j'ai pas dit le nom du mec parce que je me rappelle pas. Mais plus elle va se rapprocher de lui... plus elle va s'attacher à lui, et en même temps plus ça va lui faire peur, parce qu'elle se rend compte que en fait cette relation, si lui il intervient dans la vie de sa fille, ça va impacter sur elle si ça marche pas. Elle a vraiment ce regard d'une mère et pas que d'une femme, et c'est hyper touchant et c'est très réaliste surtout. J'ai vraiment aimé ce personnage parce que j'ai trouvé que dans sa manière d'aborder sa relation avec l'homme, elle est très réaliste. J'ai lu beaucoup de romans avec des personnages qui avaient des enfants, etc. Et je pense que c'est la première fois que je retrouve vraiment... Enfin, pour moi, avant d'être une amoureuse, elle était vraiment une mère. Et j'ai aimé ce personnage de maman. J'ai trouvé qu'elle était hyper réaliste, hyper ancrée dans sa vie de mère. Et c'était hyper touchant. J'ai vraiment aimé la manière dont la relation est se tisse, parce qu'au début, en fait, ils se connaissent déjà un peu de vue, ils vont dans le même café tous les deux, et justement, c'est comme ça que elle et sa meilleure amie entendent parler de l'application. Et au début, elle le trouve hyper imbu de lui-même, pas très agréable et tout ça, et du coup, ils ont vraiment des a priori l'un sur l'autre, et j'ai trop aimé les voir complètement péter ces a priori, et petit à petit, donner une chance à leur histoire, parce que les chiffres disent qu'ils sont compatibles, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. En plus de ça, il y avait un petit peu le côté fake dating, puisque c'est vrai qu'au début, ils accentuent vraiment les traits, alors qu'en fait, ils sont encore pas très à l'aise l'un envers l'autre, l'un avec l'autre d'ailleurs. Et non, c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré ce bouquin, et je sais pas si c'est mon coup de cœur du mois, mais en tout cas, c'est une de mes lectures un peu chouchou du mois, je l'ai vraiment aimé, et d'ailleurs, je suis étonnée non, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu beaucoup de ventes sur ce livre. Et je trouve ça hyper dommage parce que pour le coup, il est vraiment bien. Enfin, je parle dans mon magasin, je sais pas pour les autres, mais du coup, il me dit part de moi qu'il est un peu peiné qu'il ait pas pu se marcher, parce que pour le coup, moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Donc voilà. Voilà.
Restons dans la romance du coup, puisque je vais vous présenter en dernier Rebel University, le tome 3, Ice and Fire de Alfreda Enoui et Alicia Garnier. Pour une fois, j'ai le livre sous la main puisque je viens de le terminer. On est sur une romance universitaire et sportive. Voilà, si vous avez vu les updates lecture où je vous parlais des tomes précédents, on va poursuivre avec un nouveau hockeyeur de l'équipe de hockey de la Rebel University. Voilà, puisque nous allons suivre Cade, qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Cade, depuis qu'il a croisé Winnie, il est complètement sous le charme de la tempétueuse rousse. Et en plus maintenant, elle est célibataire, donc franchement c'est le moment ou jamais d'y aller. Il compte bien se donner à fond, parce qu'il est complètement red dingue d'elle. Et pourtant, ils se sont pas parlé plus que ça. Moi je sais qu'au début j'étais en mode mais pourquoi est-ce qu'il est aussi à fond sur elle? Ils se connaissent pas tant que ça finalement. Et je sais pas, il lui a suffi d'un regard et le coup de foudre comme on dit. Voilà, voilà. Et très vite, Winnie va lui lancer un défi. Et évidemment, pour le roi des conneries, un défi, bah franchement, il attendait que ça, lui. Voilà. Du coup, écoutez, j'ai adoré encore une fois. Les tomes précédents m'ont comblé et là, on est encore une fois sur. Puis là, j'ai bien aimé parce que autant les. Enfin, on attendait au tournant le tome 2 parce que, en gros, le tome 1 il est sur Hunter et Harper est la meilleure amie de Maeve qui est l'héroïne du tome 2. Et du coup, on savait déjà qu'entre Maeve et Griffin, c'était. Ouh là là, ils étaient à couteau tiré. Bref, il s'était passé un drame lors de leur unique nuit ensemble. Et du coup, ils pouvaient pas se blairer. Donc, on attendait au tournant cette relation. On avait hyper envie de la découvrir. Enfin, moi en tout cas, j'avais très envie de la découvrir. Je sais que je suis pas la seule. Parce qu'on nous avait vendu déjà 2-3 trucs, on avait vraiment des petites miettes de tout ça. Là, on repart vraiment pour moi de zéro parce que ce soit Cade ou Winnie, on sait très peu de choses sur eux. Winnie, on sait qu'elle vient de se séparer de son queumé, on a un peu appris à la découvrir dans le tome précédent. Et Cade, on sait que c'est le capitaine, que c'est le roi des conneries, qu'il est le roi pour trouver des idées à la con. Mais en soi, on sait pas grand chose de plus que ça sur lui. Du coup, c'était très intéressant parce que l'histoire, elle partait un petit peu de rien et c'était hyper cool. J'ai adoré découvrir le personnage de Winnie, je trouve qu'elle est hyper intéressante comme femme, j'ai vraiment aimé ce côté, moi jusque-là elle me paraissait hyper effacée, un peu timide, un peu réservée, et en fait j'ai complètement découvert une autre Winnie dans ce tome-là, elle est tellement sûre d'elle sur certains trucs, elle m'a complètement bluffée parce que je l'ai complètement redécouverte, et j'ai aimé ça, le côté, en fait son mec l'avait tellement... elle était tellement effacée par rapport à son mec, ça rendait le truc hyper réaliste et hyper intéressant et très bien créé en fait. Ce personnage de femme qui s'émancipe et qui justement elle aime cette liberté nouvelle qu'elle a retrouvée en fait. Et c'était hyper intéressant. Le personnage de Kate c'est pareil, je l'ai beaucoup aimé et puis j'ai aimé le fait que ce soit lui qui soit complètement à fond sur elle dès le début et en même temps il la laisse complètement venir. Il ne fait rien avant qu'elle ne lui mette, qu'elle ne l'invite à le faire. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'on a vraiment un mec qui très vite va tomber très amoureux et en fait qui attend un signe de la part de la nana. Et j'ai trouvé qu'il était hyper. J'ai adoré ce côté un peu protecteur, mais pas trop parce que je déteste les métros protecteurs. Ça m'énerve dans les bouquins. Là, à chaque fois, ça vire au mal dominant tout de suite. Et ben là, pas du tout. Voilà, c'était juste trop mignon. Et j'ai adoré. J'ai eu le cœur un peu brisé parfois. Mais dans l'idée, voilà. J'ai eu un petit coup de cœur encore une fois pour ce tome. Je vous conseille vraiment Rebel University pour le coup, c'est vraiment une saga très 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 sympa. J'ai très hâte de découvrir le tome 4 du coup, qui sera le dernier. On est sur une romance MM, donc entre deux hommes. Je trouve ça aussi très cool d'ailleurs qu'elles aient diversifié le truc comme ça. Et je trouve ça aussi très cool que du coup ce soit le dernier, pour la simple et bonne raison que depuis le tome précédent, il nous faut un petit peu mariner avec cette histoire. On sait qu'il s'est passé des trucs, mais on sait pas tout. Et on n'a qu'une envie, c'est de savoir le truc. Et je trouve ça très bien parce que moi, je suis pas forcément attirée par les romances entre mecs. C'est pas trop un style que je lis. J'ai lu quelques nouvelles, mais voilà, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop ma came. Ça me fait sans doute moins rêver qu'entre un homme et une femme, sachant que je suis hétérosexuelle et que je vais faire ce genre de romance naturellement. J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, il y a pas en même temps. Tu peux être hétérosexuel et aimer lire des trucs entre mecs, mais moi j'aime pas trop, enfin c'est pas trop mon truc. Mais là en l'occurrence, j'ai hyper envie de le lire. Je suis hyper hypée parce que j'ai qu'une envie, c'est de savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc trop hâte. Trop hâte. Il sort le 6 décembre, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, ouais, je vous conseille de ouf de découvrir Rebel University. C'est génial. Voilà, c'est très sympa. Si vous avez aimé Campus Driver, si vous avez aimé Off Campus, je pense que vous devriez, aimer.
Bref, du coup, j'en ai fini avec cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans parce qu'ils sont vraiment, vraiment très sympas. Bon, il y en a un, vous pourrez vraiment pas le lire sans avoir lu le tome précédent. Rebel University, en vrai, je vous conseille la saga dans son entièreté. Mais par contre, The Soulmate Equation, vous pouvez tout à fait le lire sans avoir rien lu d'autre puisque c'est un one-shot et il est vraiment très très cool. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, on se retrouve très vite j'espère pour le premier update du mois de décembre qui risque d'être placé sous le signe de la romance, mais on s'en reparle très très rapidement. Ciao!